Il semble qu'une guerre civile silencieuse ait lieu au sein du gouvernement iranien. Alors qu'ils se préparent à négocier avec les États-Unis à Islamabad, certains commandants militaires veulent semer la pagaille au sein de leur propre équipe. Selon le rapport, il y a des tensions internes en Iran concernant qui devrait former et diriger la délégation. C'est Ahmad Bahidi qui mène cela, cherchant à réduire le pouvoir du ministre des Affaires étrangères et du président de l'Assemblée lors des discussions. Ce n'est pas tout, il souhaite également intégrer un nouveau membre à l'équipe de négociation, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, mais d'autres responsables s'y opposent. Pour eux, il manque encore d'expérience pour des discussions d'une telle ampleur, surtout lorsque des allègements de sanctions et des milliards de dollars d'impact économique sont en jeu. En même temps, Bahidi et le commandant de l'aérospatiale du CGRI ont insisté pour qu'il n'y ait aucune discussion concernant le programme de missiles de l'Iran. C'est une position qu'ils tiennent depuis longtemps et qu'ils défendent encore plus fermement maintenant que le contrôle du CGRI sur le pays se renforce. Mais le problème ne se limite pas au sommet. Il y a aussi des divisions au sein même de la société iranienne. Des partisans de la République islamique manifestent même contre le ministre des Affaires étrangères et le président du Parlement à cause de leurs discussions avec les États-Unis. Pour eux, la négociation est dangereuse. Alors que ce conflit s'intensifie, ce n'est pas seulement la politique qui est affectée, mais aussi l'économie. Car chaque retard dans les discussions maintient la pression des sanctions et affaiblit continuellement le système financier de l'Iran. Pour l'instant, la situation est au clair. Pendant qu'il y a des discussions à l'extérieur, il y a des luttes internes et c'est cela qui pourrait déterminer la direction que prendra l'Iran dans les prochains jours. Maintenant, regarde bien cette intense protestation du peuple contre leur ministre des Affaires étrangères. Occidentaux, maudissez vos parents, monsieur Arachi. Qu'ils vous couvrent la tête de poussière. Regardez, des gens font un AVC devant le ministère des Affaires étrangères. Par le Coran, ils font une crise, ils crient et se révoltent. Maudit soit ton père, maudite soit tes actions, maudite soit ton existence. Maudite soit ta tête, qu'ils mettent de la poussière sur ta tête, qu'ils mettent de la poussière sur ta tête. Pour de nombreux Iraniens, parler avec les États-Unis, c'est comme une trahison. Mais même si certains le voient ainsi, les négociations continuent quand même. À l'origine, cela devait avoir lieu aujourd'hui, vendredi. Mais selon les responsables pakistanais, qui servent de médiateurs dans les discussions, cela a encore été reporté. Maintenant, on s'attend à ce que cela ait lieu pendant le week-end, et pas seulement pour une journée, mais que cela puisse durer jusqu'à lundi ou mardi. Pendant que les discussions se poursuivent, il y a un autre gros problème qui les perturbe. Certains responsables iraniens disent qu'ils se retireront des négociations s'il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban. Pour l'Iran, cela faisait partie de l'accord précédent. Mais pour les États-Unis et Israël, cela ne fait pas partie de l'accord. Au milieu de tout cela, Donald Trump a publié une déclaration. Selon lui, Benjamin Netanyahou a accepté la mise en place d'un cessez-le-feu et sera plus discret face au Hezbollah au Liban. Mais ce n'est pas tout. Donald Trump a également critiqué directement l'Iran, affirmant qu'il ne respecte pas leur part de l'accord. L'un des sujets les plus critiques ici est le détroit d'Ormuz. L'Iran devrait l'ouvrir en échange de l'arrêt des bombardements américains. Mais selon les données, il n'y a presque aucun changement dans le flux des expéditions de pétrole là-bas. Cela signifie que l'approvisionnement en pétrole ne circule toujours pas correctement et que cela a un impact direct sur le marché mondial et le prix du pétrole. Et ce n'est pas tout. Selon le rapport, les attaques continuent toujours dans les pays du Golfe. Récemment, le Koweït a activé sa défense aérienne pour abattre un drone. Oui, les attaques ont diminué par rapport à avant, mais si on parle de cessez-le-feu, il ne devrait vraiment plus y en avoir. Si tu regardes dans l'ensemble, on dirait qu'aucun camp ne suit complètement l'accord. Les États-Unis, eux, ont arrêté les bombardements. L'Iran n'a pas encore rouvert totalement la route du pétrole et des attaques persistent, du côté d'Israël et du Hezbollah. Le conflit continue, mais même si c'est aussi chaotique, il y a quand même quelques signes positifs. Israël a annoncé qu'il allait négocier avec le Liban la semaine prochaine. Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, mais c'est un grand pas pour faire baisser la tension. Et au milieu de tout ça, J.D. Barnes est parti pour le Pakistan afin de soutenir les discussions. Pour l'instant, la situation est claire. Il y a des négociations sur le papier, mais sur le terrain, les combats continuent. Nous attendons avec impatience la négociation. Je pense que ce sera positif. Nous verrons, comme l'a dit le président des États-Unis, si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi, nous sommes certainement prêts à tendre la main. S'ils tentent de nous manipuler, l'équipe de négociation sera peu réceptive. Nous viserons une négociation positive.
Le président nous a donné des directives assez claires et nous allons voir. Donc, je vous souhaite un bon vol. Nous répondrons certainement à quelques questions plus tard, mais pour l'instant, montons dans l'avion et partons. Maintenant, si tu y réfléchis, il est probable que les États-Unis aient déjà obtenu une assurance, peut-être venant du Pakistan ou même de l'Iran, qu'il y aura 2 délégations iraniennes. Parce que sinon, le vice-président ne se rendrait pas aussi publiquement au Pakistan comme ça. Si l'Iran ne vient pas, ce serait une grande humiliation pour les États-Unis et tous les concernés. Et si cette réunion a lieu, ce ne sera pas juste une simple négociation. Ce sera historique. Pourquoi ? Parce que ce sera la réunion de plus haut niveau entre les États-Unis et l'Iran depuis la révolution islamique de 1979. Oui, il y a déjà eu des précédents. Barack Obama a appelé le président iranien pendant les discussions et John Kerry a rencontré le ministre des Affaires étrangères iranien. Cette fois, le vice-président des États-Unis rencontrera directement la partie iranienne. Et c'est la toute première fois pour l'Iran de discuter avec un responsable américain d'un niveau aussi élevé. Selon des responsables pakistanais, il était confirmé que la délégation iranienne arrivera à Islamabad vendredi soir, heure du Pakistan. Et si tu y penses, l'Iran et le Pakistan sont voisins, donc le voyage est soit rapide. Le trajet dure seulement 1 à 2 heures. Alors que le vol de Washington vers le Pakistan dure presque 16 heures, c'est pourquoi J.D. Vance est vraiment parti plus tôt. Mais le vrai problème, ce n'est pas le voyage, mais les déclarations qui viennent directement d'Iran. Alors que le Pakistan affirme que la réunion aura bien lieu, le ton des responsables iraniens est tout autre. L'une des déclarations les plus importantes vient du président du Parlement iranien. Selon lui, il y a 2 conditions qui n'ont pas encore été remplies. Un cessez-le-feu au Liban et la libération des avoirs iraniens bloqués. Et il a clairement dit que les discussions ne commenceront pas tant que cela ne sera pas réalisé. Et c'est là que tout devient plus compliqué. Parce que ces avoirs bloqués sont soudainement apparus comme condition. Et cela s'est produit juste au moment où J.D. Vance était déjà en route pour le Pakistan. Cela signifie que pendant que les négociations avancent, les règles du jeu continuent aussi de changer. Et ce dont on parle ici, ce n'est pas seulement de politique, mais aussi de milliards de dollars de fonds gelés, de sanctions, de pression et de contrôle sur l'économie de l'Iran. Donc pour l'instant, voici la situation. Il y a une réunion à venir. Des dirigeants sont déjà en route. Mais derrière tout cela, il n'est toujours pas clair si les discussions auront vraiment lieu, ou si cela ne mènera qu'à une nouvelle tension. Pour être juste envers l'Iran, il est aussi possible que leur demande ne soit pas vraiment de nouvelles conditions. Parce qu'en réalité, tous les détails de l'accord de cessez-le-feu n'ont pas été rendus publics. Il est possible que cela ait déjà été inclus dans les discussions, mais nous ne le savons tout simplement pas. Mais publiquement, c'est la première fois que la question des avoirs bloqués est évoquée. Il y a aussi une autre possibilité que ce ne soit que de la rhétorique. Nous connaissons déjà le schéma. Souvent, les responsables iraniens font des déclarations devant les médias, mais ils agissent différemment en coulisses. Mais si ce ne sont pas de simples paroles, si vraiment ils ajoutent des conditions alors que la délégation américaine est déjà en vol, cela devient dangereux. Il est possible que ce soit une stratégie de l'Iran pour forcer les États-Unis à faire encore plus de concessions, parce que l'Amérique ne veut pas perdre la face au Pakistan. S'il n'y a pas de délégation iranienne qui vient, mais il y a aussi l'autre côté. Si les États-Unis s'irritent, la guerre peut soudainement s'intensifier à un niveau encore plus grave. Et rappelez-vous, avant même qu'il y ait eu un cessez-le-feu, on était déjà proche du point où les infrastructures critiques de l'Iran allaient en être touchées. Des ponts, des centrales électriques, des cibles ayant un impact direct sur l'économie, l'électricité, les transports et tout le système financier. Donc c'est clair, c'est comme si l'air jouait avec le feu. Et pendant que cela se passe, il y a presque chaque heure un nouveau développement. La situation évolue rapidement. Il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, une décision ait déjà été prise quant à savoir si la délégation aura lieu ou non. Maintenant, concentrons-nous sur la partie la plus critique de la discussion, le détroit d'Ormuz. Selon l'Iran, il est ouvert. Mais il y a une condition. Pour les navires qu'ils autorisent à passer, il y a des frais. Et ce n'est pas une petite somme. Selon les renseignements, l'Iran demande environ $1 supplémentaire par baril, et si un grand pétrolier passe, cela peut atteindre près de 2 millions de dollars pour un seul voyage. Imagine ça, un seul navire, et le paiement est déjà de plusieurs millions. Et bien sûr, l'effet de cela, c'est que le coût du transport du pétrole va augmenter, le prix sur le marché mondial sera affecté et le profit des entreprises va baisser. Et ce n'est pas tout. Selon le rapport, l'IRGC contrôle presque totalement qui peut passer et qui ne peut pas.
Cela signifie que ce n'est pas simplement une route maritime ordinaire. C'est maintenant un levier dans les négociations, rendant les discussions plus tendues à cause d'une exigence majeure de l'Iran. Ils veulent avoir un contrôle permanent sur le détroit d'Ormuz, et c'est là qu'un problème encore plus grave survient. Parce que si cela se produit, il n'y aura pas que l'Iran qui en bénéficiera, c'est tout le système du commerce mondial qui changera. Pourquoi ? Si l'Iran est autorisé à percevoir un péage, pourquoi les autres pays comme Singapour, le Royaume-Uni ou l'Espagne ne feraient-ils pas pareil ? Ils pourraient aussi le faire. Et si cela arrive, toutes les routes maritimes du monde pourraient devenir payantes. Et imagine l'effet. Les prix des marchandises dans le monde entier vont augmenter, l'inflation va s'aggraver et il y aura une concurrence déloyale sur le marché mondial. Mais en réalité, il y a très peu de chances que le monde accepte cela. Il existe des lois internationales contre ce genre de choses. Et de nombreux pays, surtout dans la région du Golfe, s'y opposeront. Et il y a aussi une logique simple. Ce n'est pas parce que tu peux fermer un endroit. Cela ne veut pas dire que tu en es propriétaire. C'est comme quelqu'un avec un drone qui peut bloquer un aéroport, sans pour autant pouvoir faire payer les compagnies aériennes. Cela est déjà arrivé. Lorsque les Houthis ont fermé le Bab el-Mandeb, ils n'ont pas été autorisés à percevoir des frais. À la place, un accord a été conclu pour arrêter les attaques. Donc même si l'Iran dit qu'il veut contrôler le détroit, il est peu probable que cela se produise. Mais la question la plus importante maintenant, c'est pourquoi l'Iran agit-il ainsi ? Pour comprendre cela, il ne suffit pas de revenir à 1979. Il faut remonter encore plus loin jusqu'à l'époque des anciennes dynasties. Car c'est là que les décisions ont commencé, des décisions qui les affectent encore aujourd'hui. Tu verras que ce qui se passe aujourd'hui ne concerne pas que le présent. C'est une combinaison d'histoire, de pouvoir et d'argent qui explose aujourd'hui tout à la fois. Mais attends, changeons un peu de sujet, tant qu'à faire. Puisque notre sujet concerne déjà la guerre, je voudrais juste vous montrer cette vidéo sur les 10 tenues militaires les plus puissantes au monde. Alors commençons tout de suite. Les 10 uniformes militaires les plus puissants, c'est parce qu'ils symbolisent le courage, la discipline et l'unité. Mais savais-tu que ces uniformes sont aussi conçus pour être pratiques ? De nombreux nouveaux uniformes militaires ont été conçus pour mieux protéger les soldats. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir l'uniforme militaire le plus efficace. Mais avant de commencer, pourriez-vous mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner ? Cela nous aide beaucoup, nous les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors commençons. Uniforme utilitaire de combat du corps des Marines des États-Unis. L'uniforme utilitaire de combat du corps des Marines des États-Unis, ou MCCUU, est l'uniforme utilisé par les soldats du corps des Marines en Amérique. Il est sorti en 2002 pour remplacer l'ancien uniforme de combat qui était également utilisé par d'autres branches de l'armée. Le MCCUU a été conçu uniquement pour le corps des Marines et ne peut pas être utilisé par d'autres, car il possède un brevet spécial pour son design. Le MCCUU possède 2 types de camouflage, le Woodland et le désert. Le Woodland comporte des couleurs vert, marron, noir et beige. Il est utilisé dans les zones riches en arbres et en végétation. Le camouflage désert, quant à lui, comporte des couleurs beige, marron et gris, adaptées aux zones sablonneuses et arides. Ces motifs sont connus sous le nom de Marpa ou motif des Marines. Le Marpat est un motif de camouflage numérique composé de petits pixels. Grâce à son design, il est plus difficile de repérer les soldats dans leur environnement. Il est plus efficace pour se dissimuler que les anciens modèles de camouflage. La fabrication du MCCUU et du Marpat a commencé en 2000 et ils ont été testés en 2001. Le Marpat a obtenu un brevet le 19 juin 2001 et le MCCUU le 7 novembre 2001. Le Marpat a été dévoilé le 17 janvier 2002 au Camp Lejeune en Caroline du Nord. Le MCCUU a remplacé le BDU le 1er octobre 2004. Par ailleurs, le MCCUU n'est pas seulement conçu pour le camouflage, mais aussi pour le confort et la durabilité. Il n'est plus nécessaire de le repasser grâce au traitement infroissable. Son design permet une liberté de mouvement pour le soldat. La blouse possède 4 poches et le pantalon en a 6. Les boutons sur les manches sont conçus pour ne pas s'accrocher aux objets. De même, le MCCUU se porte avec un t-shirt vert ou olive drabe et des bottes de combat couleur coyote brown.
Le couvre-chef habituel est la casquette utilitaire à 8 pointes, mais il est également possible d'utiliser un bunny hat sur le terrain. Numéro 2, forces de défense israéliennes ou uniforme de combat de l'IDF. L'uniforme de combat des forces de défense israéliennes, ou IDF, est l'un des uniformes les plus efficaces au monde. Il a été conçu pour protéger les soldats et leur offrir du confort pendant les combats. Depuis la création de l'IDF, en 19, l'uniforme a été conçu pour être plus résistant et utilisable efficacement au combat. Dans les années 1950, ils ont remplacé les uniformes kaki par la couleur vert olive. Cette couleur convient mieux à l'environnement d'Israël, surtout dans les zones désertiques. Cela a aidé à ce que les soldats ne soient pas facilement repérés par l'ennemi. Dans les années 1960, le style de l'uniforme a changé. Ils portaient des pantalons plus serrés appelés pantalons taïba. Les femmes soldats portaient un chapeau appelé rooster hat, qui ressemblait au chapeau des hôtesses de l'ère de l'époque. Pendant ce temps, il existe 3 principaux types d'uniformes dans l'IDF. La tenue de service est l'uniforme utilisé quotidiennement par les soldats. La tenue de terrain est utilisée pour le combat, l'entraînement et le travail à la base. Son tissu est résistant et confortable même dans des conditions difficiles. Quant à la tenue de cérémonie, elle est réservée aux occasions spéciales et aux cérémonies. Sa couleur varie selon la branche du service. Pour les forces terrestres, ils portent du bleu sarcelle clair et du vert foncé. Pour l'armée de l'air, c'est bleu clair et bleu marine. Quant à la marine, la combinaison est blanc et bleu marine. En plus de l'uniforme, l'IDF dispose également d'équipements spéciaux pour rendre les soldats plus protégés et efficaces. Le gilet de combat PFOD est un gilet doté de nombreuses poches pour les balles, les grenades et d'autres équipements. Le poids est bien réparti lors du port, facilitant les mouvements du soldat. Le manteau d'Aubonne est un manteau d'hiver en matériaux imperméables. Il est rembourré pour protéger le soldat contre le climat froid. Il est généralement porté par les soldats affectés dans des régions froides. Numéro 3. Future Soldier Vision de l'armée britannique ou FSV. L'armée britannique a lancé un projet visant à rendre l'uniforme de ses soldats plus moderne et plus puissant. Cela a été lancé en 2015 par le ministère de la Défense ou MOD du Royaume-Uni. Son objectif est de fournir aux soldats un uniforme doté de technologies modernes pour une meilleure protection, une communication améliorée et une meilleure compréhension de la situation sur le champ de bataille. Le projet a été développé avec l'aide du laboratoire de sciences et technologies de la défense et des entreprises Kinnear Dufour et Sea Limited. L'uniforme du Future Soldier Vision est composé de différentes parties, ayant chacune leur propre fonction. La première est le sous-système pour la tête. Son casque est équipé d'un système de communication intégré qui facilite la communication des soldats avec leurs camarades. Ils n'ont plus besoin de crier ou d'utiliser une radio ordinaire. Le casque offre également une protection auditive afin que les oreilles du soldat ne soient pas endommagées par des bruits forts comme des explosions ou des coups de feu. Le casque possède aussi des capteurs informant sur l'environnement sans devoir regarder autour de soi. En plus de cela, le sous-système du torse est doté d'une armure segmentée qui est légère mais résistante. Cette armure offre une protection au corps du soldat contre les balles et les éclats. Elle est facile à retirer grâce à un cordon de largage rapide que l'on peut tirer en cas d'urgence. Les épaules de l'armure possèdent enfin des coussinets flexibles pour rendre plus confortable le port d'équipements lourds comme un sac à dos ou des armes. L'uniforme est également accompagné d'une montre intelligente qui enregistre les données biométriques du soldat. Elle mesure le rythme cardiaque et la température corporelle afin de vérifier si le soldat est en bonne condition. C'est important pour les commandants afin de savoir si un soldat est fatigué, malade ou a besoin de repos. Ces informations sont transmises à leur commandant pour une meilleure planification de la mission. De plus, l'uniforme comprend également des lunettes intelligentes avec un affichage tête haute qui montre des cartes, les objectifs de la mission ainsi que la position des ennemis et des alliés. Numéro 4, le système Felon français. Le système Felon français est un équipement innovant utilisé par les soldats français. Felin signifie fantassin à équipement et liaison intégrée, ou en d'autres termes, un fantassin doté d'équipements et de communication intégrés. Il a été conçu pour rendre les soldats plus efficaces au combat grâce à l'utilisation de technologies modernes. Le développement du Felin a commencé à la fin des années 1990. Son objectif était de fournir aux soldats une meilleure protection et de meilleurs équipements.
En 2004, le ministère français de la Défense a attribué un contrat à l'entreprise SAGM pour développer le système Felin. Et en 2009, l'équipement a été distribué pour la première fois aux soldats. Ainsi, en 2010, il a commencé à être utilisé lors des opérations réelles. Un total de 22 600 unités du système Felin ont été distribuées aux soldats français. En plus de cela, le système Felin comprend différentes parties qui renforcent les capacités du soldat. Tout d'abord, l'uniforme et la protection. L'uniforme du Felin est fabriqué à partir d'un matériau résistant et ignifuge. Il possède des poches pour les équipements du soldat. Il est également confortable à porter même pendant de longues périodes de combat. Le casque, quant à lui, offre une protection contre les balles. Il est également équipé d'un casque de communication pour parler avec les camarades. On peut aussi équiper le casque de dispositif de vision nocturne et de caméra pour voir les environs même dans l'obscurité. Deuxièmement, les armes et l'optronique. L'arme principale du Felin est le FAMAS de calibre 5,56 mm. Elle a été améliorée pour être plus légère et plus facile à utiliser. Il est équipé de rails Picatinny pour installer des viseurs optiques et des pointeurs laser. Cela aide à tirer sur l'ennemi avec plus de précision. Le Felin comprend également des dispositifs d'imagerie infrarouge et thermique. Grâce à cela, le soldat peut voir l'ennemi même dans l'obscurité. Troisièmement, la communication et l'information. Chaque soldat équipé du système Felin dispose d'une radio personnelle avec GPS. Cela aide à connaître la position du soldat et à communiquer avec ses camarades. Il dispose également d'une interface homme-machine, un écran couleur fixé à l'uniforme. Sur cet écran, on peut voir la carte, la position des camarades et d'autres informations importantes pour le combat. Numéro 5, le système allemand Infanterie der Zukunft, Erweiterte System ou IZS. Il s'agit d'un uniforme moderne utilisé par les soldats allemands. Cela signifie FAMAS, système élargi du soldat du futur. Cela a été conçu pour donner aux soldats des capacités supérieures au combat. L'objectif de l'IZS est de renforcer leurs capacités en attaque, protection, mobilité, communication et entraînement. L'IZS est un système modulable qui peut être adapté ou amélioré selon les besoins du soldat. Il comporte 3 éléments principaux. Premièrement, l'uniforme et la protection. Cet uniforme est conçu pour toutes les saisons et tous les climats. Il peut résister à des températures extrêmes, allant jusqu'à moins 32 degrés Celsius et jusqu'à plus 45 degrés Celsius. Le soldat est protégé contre le feu, les insectes et les produits chimiques. Il offre également une protection contre les menaces biologiques, radiologiques et nucléaires. Le tissu de l'uniforme est résistant et il peut arrêter les balles et les éclats d'obus pour offrir une meilleure protection aux soldats. Deuxièmement, les armes et les équipements optiques. L'IZS dispose d'armes modernes comme le fusil d'assaut G36 équipé d'optiques de visée avancée. Grâce à cela, le tir est plus précis même sur des cibles éloignées. Il y a aussi un dispositif d'imagerie thermique qui permet de repérer l'ennemi même dans l'obscurité. Grâce à ces équipements, il est plus facile pour les soldats de repérer et de cibler leurs ennemis. Troisièmement, la communication et l'information. L'IZS dispose d'équipements numériques pour la communication et la navigation. Chaque soldat dispose d'un système électronique central qui relie tout leur équipement. Grâce à cela, ils peuvent échanger rapidement des informations au sein de leur groupe. Le casque de l'IZS est léger mais solide. Il est équipé d'un dispositif de vision nocturne et d'un écran monté sur le casque qui affiche la position des camarades sur une carte numérique. Cela permet aux soldats de voir les environs, même la nuit. Pour la communication, les soldats utilisent des radios UHF pour la transmission de la voix et des données. Les chefs de groupe disposent de radios VHF et d'ordinateurs de commandement portables avec écran tactile. Numéro 6, camouflage ciel étoilé de l'APL chinoise. Le camouflage ciel étoilé, ou Singkong, est un nouvel uniforme créé par l'Armée populaire de libération de Chine en 2019. Il a remplacé l'ancien camouflage type 07 utilisé auparavant par les soldats. L'objectif de cet uniforme est d'aider les soldats à mieux se camoufler dans différents environnements. Le camouflage Kong possède 5 types de motifs adaptés à différents environnements tels que la forêt, la jungle, le désert, les zones arides et urbaines. La couleur de l'uniforme n'est plus basée sur la branche de l'armée qui l'utilise, mais sur l'endroit où il sera utilisé. Le motif Woodland combine des éléments marron et vert adaptés à la forêt.
Le motif urbain, quant à lui, présente une couleur gris foncé adaptée aux villes. Ce type de motif aide les soldats à se cacher et à ne pas être facilement repérés par l'ennemi. De même, cet uniforme possède des caractéristiques spéciales pour rendre les soldats plus à l'aise et en sécurité. Il possède des attaches à scratch au niveau des poignets, des coudes, des chevilles et des genoux pour éviter de s'accrocher aux plantes ou aux obstacles lors des déplacements. Il y a aussi des emplacements à l'intérieur pour des protections de coudes et de genoux, offrant une protection supplémentaire aux articulations. Ces poches possèdent également des ouvertures latérales pour être facilement accessibles même lorsque le soldat porte un gilet tactique. Le gilet tactique est fabriqué à partir de matériaux modernes, qui offrent une sensation plus légère et une meilleure protection contre le feu et les balles. Pendant ce temps, le camouflage Shin-Kong a été présenté pour la première fois en septembre 2019, avant le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Depuis lors, il a été progressivement distribué à toutes les unités de l'APL. Selon le colonel supérieur Wu Chan, un responsable du ministère chinois de la Défense nationale, la distribution de l'uniforme se déroule correctement et devrait être achevée dans les délais prévus. À cet égard, l'efficacité du camouflage Shin-Kong a également été prouvée auprès des forces spéciales de l'APL, telles que la brigade des opérations spéciales du commandement militaire du Tibet. Lors des entraînements en haute altitude atteignant 3800 mètres, il a été prouvé que celui-ci est efficace contre le vent et la poussière. Cet uniforme est assez léger et facile à porter, ce qui aide les soldats à se déplacer librement. Son motif a une faible visibilité, ce qui rend difficile pour les ennemis de repérer les soldats, surtout lors des missions nécessitant des mouvements silencieux. Numéro 7, uniforme du commandement des opérations spéciales sud-coréen. Le commandement des opérations spéciales de l'armée de la République de Corée, ou ROKSWC, est une unité spéciale de l'armée sud-coréenne. Il a été fondé en 1958. Ces soldats sont connus pour porter le béret noir, symbole de leur courage et de leur dévouement à leurs devoirs. L'uniforme du ROKSWC est considéré comme l'un des uniformes militaires les plus performants en raison de ses matériaux robustes et de son design efficace adapté à diverses missions. Cependant, en 2006, le design de leur uniforme a changé. Ils ont adopté un camouflage pixelisé très similaire à celui utilisé par le corps des marines des États-Unis. Ils l'ont appelé doxa ou motif de serpent venimeux. Ce motif comporte des couleurs noires, vert moyen et kaki, disposées sur un fond marron clair. Ce design a été créé pour permettre aux soldats de se camoufler plus facilement dans différents environnements tels que les forêts et les montagnes. Mais avant d'utiliser le motif doxa, les forces spéciales de la République de Corée utilisaient d'autres motifs de camouflage. Et dans les années 1960, leur uniforme avait un motif avec des couleurs noires, brun rougeâtre, vert olive et vert herbe sur un fond vert pâle. On l'appelait motif tourbillon, nouille ou vague. Ils l'ont utilisé jusqu'aux années 1980 avant de le remplacer par un design plus moderne adapté au combat contemporain. De même, le béret noir est une partie importante de l'uniforme du ROKSWC. Ils ont commencé à l'utiliser en 1981 lorsque le 707e groupe de mission spéciale, une unité spéciale de lutte contre le terrorisme, a été créé. Le béret noir est également devenu un symbole de force, de courage et d'unité pour leur unité. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours utilisé comme signe de leur bravoure et de leur dévouement. En lien avec cela, les matériaux utilisés ont été choisis pour offrir du confort aux soldats, même dans des conditions météorologiques et des environnements difficiles. Son design a été conçu pour permettre des mouvements rapides et efficaces des soldats dans les forêts, en montagne et dans les zones urbaines. L'uniforme possède des poches facilement accessibles, un tissu résistant qui ne se déchire pas facilement et un design qui permet une grande liberté de mouvement. L'uniforme de camouflage des forces d'autodéfense. Les forces d'autodéfense japonaises, JSDF, utilisent dans différents uniformes de camouflage pour dissimuler les soldats à l'ennemi. Ces uniformes ont été conçus pour que leurs couleurs correspondent à l'environnement. La première version s'appelait l'uniforme de camouflage, type 1, et a été introduite dans les années 1960. Il a été utilisé par la première brigade aéroportée et comportait des couleurs noires, brunes et un fond vert. On l'appelait le motif Fang parce que ses formes ressemblaient à des crocs. Mais il a également été remarqué qu'il ne convenait pas à la plupart des régions du Japon. C'est pourquoi il a été remplacé en 1991 par un design plus adapté. Pendant ce temps, en 1991, l'uniforme de camouflage type 2 a été introduit. Son design s'inspire du flecktarn allemand.
Il comporte un mélange de noir, de marron et de vert sur un fond kaki. Il convient mieux à différents endroits au Japon, des forêts jusqu'aux villes. Il est devenu l'uniforme standard de la JSDF et il est encore utilisé aujourd'hui. Cependant, en 2007, l'uniforme de camouflage type 3 a été introduit, ressemblant au type 2, mais avec des matériaux et un design amélioré. Il est plus résistant et plus confortable que les précédents. Il y a aussi des modifications au niveau des poches et des fermetures pour le rendre plus facile à utiliser au combat. C'est également l'uniforme actuellement utilisé par les soldats de la JSDF lors de leurs missions. Pour les missions dans le désert, la JSDF a conçu un motif de camouflage désertique. Il est utilisé dans des zones sablonneuses et au climat chaud, comme au Moyen-Orient. Ce motif a été utilisé pour la première fois en 2010 lors des opérations anti-piraterie dans le golfe d'Aden. Cela montre la capacité des forces japonaises d'autodéfense à s'adapter à différents endroits dans le monde. Pour les missions en ville, le groupe des forces spéciales utilise des motifs de camouflage urbain. Ces motifs conviennent aux environnements modernes. Numéro 9, Chakra Corrigeon. Camouflage numérique de l'armée pakistanaise. Le camouflage numérique de l'armée pakistanaise a été conçu pour aider les soldats à se dissimuler efficacement dans différents environnements. Son design a été conçu pour ressembler à la nature afin que l'ennemi ne puisse pas le repérer facilement. C'est aussi l'un des uniformes les plus efficaces dans la guerre moderne grâce à sa capacité à se fondre dans l'environnement. Pendant ce temps, en 2012, l'armée pakistanaise a sorti une nouvelle version du camouflage appelée Semi-Pixelated Desert Pattern. Sa couleur est un mélange de rosette, de brun clair et de couleur sable. Il a été conçu pour convenir au désert et aux zones arides. Grâce à sa couleur, il est difficile de repérer le soldat lorsqu'il se trouve sur du sable ou des rochers. Il est également efficace dans les régions où le désert est vaste. De même, en 2016, ils ont ajouté un nouveau design pour leur force aérienne. Celui-ci s'inspire du motif Digital Tiger de l'US Air Force. Ce motif ressemble à une peau de tigre en style numérique. Il est efficace pour se camoufler dans les zones riches en végétation ou rocheuses. Il a été conçu de cette façon pour rendre encore plus difficile aux ennemis de repérer leurs soldats. En fait, le camouflage numérique de l'armée pakistanaise n'a pas été conçu à la légère. Avant de le déployer, ils l'ont d'abord testé pour vérifier s'il était vraiment efficace comme camouflage. Les couleurs et les motifs ont également été soigneusement choisis pour s'adapter aux endroits où ils opèrent le plus souvent. Cela aide également les soldats à ne pas être repérés immédiatement par l'ennemi afin qu'ils soient plus en sécurité au combat. Depuis les années 1970, l'armée pakistanaise modifie déjà son uniforme pour mieux s'adapter aux combats de l'époque moderne. Auparavant, ils utilisaient un motif inspiré du motif britannique brushstroke. Mais aujourd'hui, ils utilisent donc déjà un camouflage numérique plus moderne et plus efficace pour se dissimuler. Numéro 10. Forces guidant armées satro-turques. Les forces armées turques sont connues pour utiliser des uniformes de camouflage modernes qui aident leurs soldats à se dissimuler dans différents environnements. En 2008, ils ont lancé le motif de camouflage Nano M 2008. Son design présente des couleurs vert olive et brun rougeâtre avec un fond kaki. Il a été conçu par le Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie avec la styliste de mode Arzu Kaprol. Après le M 2008, la Turquie a sorti différentes versions pour les différentes branches de son armée. L'armée de l'air turque a utilisé une version plus sombre, pour leur personnel de défense au sol. Il existe également une version utilisée dans les zones enneigées ou glacées. Elle est utilisée par les unités de montagne et les forces spéciales. En 2013 également, les commandos amphibies de la marine turque et l'unité des opérations spéciales de la marine ont commencé à utiliser un motif multicam provenant d'entreprises privées. Ce motif existe en différentes versions. D'autres ont une teinte plus verte adaptée aux forêts et aux montagnes. Ces versions sont utilisées pour améliorer davantage la capacité des soldats à se camoufler dans la nature. De plus, en 2018, on a vu de hauts responsables de l'armée turque utiliser un camouflage à 3 couleurs, composé de vert olive foncé, de brun moyen et d'un fond beige. Ce motif est inspiré du design Woodland Center Europe français, mais les parties noires ont été remplacées par du marron. Il a également été utilisé par les forces spéciales dans les zones arides. De plus, alors que ces différents motifs étaient utilisés, le motif de camouflage M 2021 a été introduit. Il possède un motif à 5 couleurs avec des nuances de vert et de beige, ainsi qu'un marron très foncé comme couleur secondaire.
Il a été fabriqué avec un tissu ripstop à la fois résistant et léger.